À la une, le chef de la diplomatie burkinabé reçu par le président ivoirien. Sujet abordé, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alpha Bari est allé exprimer la reconnaissance du Burkina au président Ouattara suite à l'extradition par Abidjan d'un ex-soldat du régiment de sécurité présidentielle. Il faut empêcher les groupes terroristes à avoir accès aux armes de destruction massive. C'est cet objectif que vise un atelier régional qui s'est ouvert aujourd'hui ici à Abidjan. Il réunit les parlements de 20 pays qui sont invités à promouvoir la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU. 132 milliards de francs CFA seront investis dans la culture vivrière et maraîchère. C'est la principale clause du partenariat que viennent de signer le groupe Greenland Gestao et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. La convention porte sur un projet d'agro-industriel et l'élevage. Et puis, à l'étranger, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé ce soir à Bujumbura, au Burundi. Déplacement sur fond de crise politique qui s'enlise autour du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Nouvelle preuve de cette tension, une attaque à la grenade a eu lieu ce matin dans la capitale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Le chef de la diplomatie burkinabé a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Sur la table des échanges, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari, révèle avoir également exprimé la reconnaissance du Burkina Faso au président Ouattara suite à l'extradition par les autorités ivoiriennes du sergent-chef Rambo, ex-soldat du régiment de sécurité présidentielle RSP, Viviane Haïma. Plus de nuages dans les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les signes de décrispation sont reflétés par la rencontre entre les deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Roch Christian Kaboré, le 29 janvier dernier à Addis Abeba, en marge du sommet de l'Union africaine. Également par la remise ces jours-ci par les autorités ivoiriennes de militaires putschistes burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire aux autorités du Burkina Faso. Présent à Abidjan ce lundi 22 février, dans le cadre de ce transfert, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari, a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il y a 2 jours, la Côte d'Ivoire a bien voulu extrader l'un des ex-soldats du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, notamment le sergent-chef Rambo qui a été appréhendé ici. La Côte d'Ivoire l'a extradé et le tout s'est passé avec beaucoup de célérité et nous sommes venus témoigner la reconnaissance du président Roch et du peuple burkinabé à l'endroit de son frère, le président Alassane Ouattara. Et ça a été l'occasion pour le président Ouattara de dire toute la disposition de la Côte d'Ivoire pour des relations fortes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et ce sont des relations anciennes, ce sont des relations qu'on peut dire, vous savez, la proximité des deux pays sur le plan géographique. Et c'est un intérêt pour nous tous d'avoir des relations, j'allais dire, sécurisées. Et la sécurité sous-régionale est assez importante, étant donné que nous avons d'autres menaces qui sont des menaces pour lesquelles nous n'avons pas vraiment une maîtrise. Je veux parler des menaces djihadistes. Et il est important déjà qu'on s'entende entre nous et pour faire face à tous ces défis-là. Et le président Ouattara a réaffirmé que la Côte d'Ivoire était disposée à aider le Burkina sur toutes ces questions. Et j'avais transmis également un message du président Roch de la même teneur pour dire que le Burkina était aussi disposé à ce que la sécurité entre les deux pays, tout se passe bien, notamment au niveau des frontières. Et je pense que nous avons fait une bonne mission, nous avons eu une bonne écoute. Un acte de bonne intention de la part de la Côte d'Ivoire et qui scelle le rétablissement du climat de confiance entre les autorités des deux pays. D'autres images du palais présidentiel, le chef de l'État a présidé ce lundi un séminaire consacré au programme de travail gouvernemental PTG 2016. Ce séminaire vise à dresser le bilan de la mise en œuvre du PTG 2015 et d'adopter celui de cette année. Le PTG 2016 sera adossé aux 5 grands axes de l'action gouvernementale indiqués par le chef de l'État pour son 2e mandat et au plan national de développement PND 2016-2020. Je vous propose justement d'écouter le président Alassane Ouattara. Continuer
Monsieur le Premier ministre, je vous félicite pour un travail aussi détaillé, aussi précis et qui engage de manière très précise chacun et chacune des membres du gouvernement. 2016 est une année importante au plan politique et institutionnel avec le référendum pour une nouvelle constitution et les élections législatives. Notre objectif est de permettre à notre pays de renforcer dans la paix le rôle de ses institutions ainsi que d'approfondir la démocratie et l'état de droit. Notre économie a besoin de continuer sa forte croissance malgré les aléas de l'économie mondiale, car les besoins de nos populations sont importants et même croissants. Pour ce faire, nous devons transformer l'économie ivoirienne afin d'intégrer une plus forte valeur ajoutée de nos produits sur le territoire national. Les secteurs agricoles et industriels doivent travailler en parfaite synergie afin de donner des résultats probants dès la fin de cette année, la première année de mon deuxième mandat. Notre jeunesse doit contribuer davantage à la transformation de l'économie ivoirienne, car il s'agit du futur, de leur futur. Nous avons donc l'obligation de répondre aux attentes des jeunes en faisant de la création de l'emploi et de l'intégration des jeunes dans le monde du travail une priorité de l'action gouvernementale. Et je me réjouis que cela ait été bien noté et bien précisé dans le programme de travail du gouvernement. Je voudrais bien évidemment insister à nouveau sur notre volonté de faire en sorte que la femme ivoirienne prenne la place qui lui revient dans notre société. Nous devons donc promouvoir le rôle des femmes dans le développement économique et social de notre pays. Il est du devoir de tous, aussi bien des hommes que des femmes, membres du gouvernement, de donner l'exemple dans ce domaine. Et je me réjouis que dernièrement, au moment de la nomination des directeurs de cabinet au niveau des ministères, un effort a été fait pour déceler des femmes compétentes pour occuper les fonctions de directeur de cabinet. Monsieur le Premier ministre, je dois vous dire que là, vous n'avez pas atteint le quota que j'aurais souhaité. Mais ceci étant, c'est un bon départ. Ce programme de travail concerne un financement important de l'économie ivoirienne. Vous l'avez noté tout à l'heure, il s'agit de 30 000 milliards de francs CFA pour les 5 années 2016-2020. C'est un bond spectaculaire par rapport au financement de 2012-2015. Mais je suis persuadé qu'avec l'efficacité qui caractérise votre action et le dévouement des membres du gouvernement, que nous allons pouvoir obtenir ces financements sans augmenter le niveau d'endettement de notre pays pour atteindre nos objectifs de croissance et de bien-être des populations de notre pays. Je voudrais, pour terminer, réitérer la nécessité d'inscrire la rigueur, la bonne gouvernance au cœur de nos pratiques afin de permettre à notre pays de continuer sur sa trajectoire de croissance et de prospérité partagée. Il faut empêcher les groupes terroristes à avoir accès aux armes de destruction massive. C'est cet objectif que vise un atelier régional qui s'est ouvert aujourd'hui ici à Abidjan. Il réunit les parlements de 20 pays qui sont invités à promouvoir la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'éclairage de Michel Digré. Une centaine de représentants de parlements de 20 pays africains en conclave à Abidjan pour promouvoir la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de l'ONU. Adoptée en 2004, cette résolution engage le gouvernement à appliquer des lois et réglementations efficaces en vue d'empêcher les terroristes de se procurer des armes à destruction massive. La résolution 1540 est aujourd'hui plus importante encore
qu'elle l'était lorsqu'elle a été adoptée il y a 12 ans. Il existe un réel danger de voir des groupes terroristes avoir recours à des armes de destruction massive pour faire progresser leur cause criminelle. Le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, invite les participants à engager des réflexions pertinentes pour des mécanismes de prévention efficaces face à la recrudescence du terrorisme. Ce n'est toujours qu'après que le mal ait été commis que nous nous réveillons subitement pour constater la triste réalité. Mais à ce moment-là, bien souvent, c'est déjà trop tard. Une stratégie sécuritaire ne peut être efficace que si elle ne se contente pas de réagir aux circonstances, elle doit et se doit d'anticiper et de se prémunir en amont face à toutes les actions de déstabilisation et de destruction susceptibles de se produire. Cet atelier qui s'achève ce mardi est une initiative de l'Union interparlementaire en collaboration avec l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, était l'invité du groupe de travail Côte d'Ivoire Global, deuxième session de travail du groupe autour de la problématique des attentes des multinationales au niveau du climat des affaires dans le pays. Daniel Kablan-Duncan a présenté les performances déjà réalisées par le gouvernement en la matière et les réformes en cours. Abou Sanogo. Climat des affaires. Attentes des multinationales présentes en Côte d'Ivoire. Thème de la seconde session du groupe de travail Côte d'Ivoire Global. Invité spécial, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Selon lui, l'amélioration du climat des affaires est une priorité nationale et de nombreuses actions ont été réalisées dans ce sens. Daniel Kablan-Duncan assure que la Côte d'Ivoire s'est engagée depuis l'année 2012 dans un processus d'amélioration du climat des affaires autour des indicateurs du référentiel Doing Business, l'indice de la facilité des affaires du groupe de la Banque mondiale. Pour dynamiser notre secteur privé et faire de la Côte d'Ivoire une destination privilégiée des investisseurs tant nationaux qu'étrangers, le gouvernement, il faut le souligner, a fait de l'amélioration de l'environnement global des affaires l'une de ses grandes priorités, en vue de consolider les bases d'une croissance à la fois forte, durable et inclusive. À cet effet, ce gouvernement entreprend avec l'appui des partenaires techniques et financiers une série donc de réformes pour créer le cadre incitatif, cohérent et propice aux affaires. Une aubaine pour les multinationales, pour mettre en lumière la nécessité de se pencher en priorité sur les créateurs de richesses et d'emplois. Il a bien perçu les sujets de préoccupation de ces sociétés-là. Je le rappelle, les multinationales donc installées en Côte d'Ivoire. Et on a gardé, en tout cas en ce qui me concerne, une très juste appréciation des recommandations qu'il a formulées. Nous avons parlé de justice, de fiscalité, de l'administration en général et ce qui pourrait être fait pour continuer d'améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Global est né du souhait de professionnels ivoiriens actifs au plan international de faire partager leurs expériences à l'effet de contribuer à l'élaboration de politiques publiques de promotion de la Côte d'Ivoire adaptées aux défis et exigences de la mondialisation. Autre grand titre de ce journal, c'est 132 milliards de francs CFA qui seront investis dans la culture vivrière et maraîchère. C'est la principale clause du partenariat que viennent de signer le groupe Greenland Gestao et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. La convention porte sur un projet agro-industriel et l'élevage. Un reportage. Environ 132 milliards de francs CFA. C'est le coût du projet agro-industriel et de l'élevage PAESI, financé par la société portugaise Greenland Gestao Ambiental, dont le but est de contribuer à la lutte contre la pauvreté par l'amélioration des revenus agricoles. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et l'investisseur ont jeté les bases de ce projet prévu s'exécuter sur 5 ans. Je pense que c'est un projet complet, un projet intégré de production pour lequel vous aurez l'assistance et le soutien du ministère de l'Agriculture pour sa mise en œuvre. Parce qu'il va contribuer à aider nos branches productrices de vivriers à moderniser leurs moyens de production. Il s'agit de création d'emplois. Votre projet prévoit d'en créer 2000 de manière directe.
Le PAESI permettra la mise en valeur des parcelles de production de cultures vivrières et maraîchères, la construction d'une usine de décortiquage de riz et l'appui au groupement féminin. Et si je suis content, c'est toutes les femmes du secteur vivrier qui sont contentes parce que notre mécanisation va être effective. Le projet agro-industriel et de l'élevage s'inscrit dans le programme national d'investissement agricole qui compte à l'horizon 2020 créer 2 400 000 emplois afin de sortir 6 à 7 millions d'Ivoiriens de l'insécurité alimentaire. Les collectivités territoriales de l'espace UEMOA rencontrent d'énormes difficultés en matière de développement. Les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont donc mis sur pied une organisation dénommée Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Son but est de soutenir les initiatives de développement des collectivités. Aujourd'hui, il faut trouver un véritable mécanisme de financement de ces structures. Les experts dans le domaine se sont retrouvés à Ouagadougou pour plancher sur la question. Envoyé spécial dans la capitale burkinabé, Mamadou Kouassi. C'est en 2011, par acte additionnel, que les chefs d'État de l'espace UEMOA ont créé le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, CCT. Une structure pour accompagner le développement à la base. Dirigé par l'Ivoirien François-Albert Amicha, maire de la commune de Treichville, le Conseil des collectivités territoriales regroupe l'ensemble des collectivités de notre espace communautaire. Depuis sa création, le président du CCT et ses collaborateurs ont œuvré pour la mise en place d'un cadre de fonctionnement et de financement des collectivités. En plus, un accent particulier a été mis sur la coopération transfrontalière. Aujourd'hui, le CCT veut se doter d'un nouveau statut. Le Conseil des collectivités locales est passé d'un statut consultatif à un statut exécutif. Donc pour que le Conseil des collectivités territoriales soit un organe d'exécution, il a fallu un peu revenir sur ces textes de base. Les experts en décentralisation ont planché au cours de cet atelier sur le mécanisme de financement communautaire des collectivités de l'espace UEMOA. Ce partenariat public-privé a besoin, à la base déjà, que les collectivités aient une appréciation saine de leur patrimoine. Parce que, comme on le dit en économie, on ne prête qu'aux riches. Si vous ne savez pas dire ce dont vous disposez, personne ne viendra vous dire on va vous aider à. Si vous ne savez pas évaluer vos propres opportunités à travers des projets précis, personne ne viendra faire ces projets à votre place. Au cours de cette rencontre, il est également question de la gestion du foncier dans les collectivités. Que les gouvernants, que les élus locaux et les partenaires techniques et financiers s'associent pour étudier de la façon la plus rigoureuse la gestion de la question foncière. Le nouveau texte sur le CCT et le nouveau mécanisme de financement communautaire de l'espace UEMOA seront soumis à la mi-septembre au président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'espace UEMOA. Retour en Côte d'Ivoire avec l'autorité nationale de régulation des marchés publics qui a effectué en fin de semaine dernière une visite de travail à Bouaké, capitale de la région de Bouaké, dans le centre du pays. Ils y sont allés vulgariser les règles sur les marchés publics à travers une session de sensibilisation et de formation des acteurs locaux. Charles Tatou. Les choses ont évolué au niveau du système d'appel d'offres des marchés publics. Le seuil de recours à un appel d'offres est passé à 100 millions de francs CFA pour les administrations. Celui des collectivités, lui, reste à 30 millions de francs CFA. Mais en dessous de ces seuils, il existe des procédures simplifiées. Procédures d'appel d'offres limitées. Des allègements pour permettre l'exécution rapide des budgets. C'est ce qui ressort de la présentation de nouvelles mesures sur les marchés publics. Présentation faite face aux acteurs locaux du système des marchés publics des régions du Hambol et de Bouaké. Nous voulons faire une transmission de savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour que les acteurs locaux soient au même diapason que tout le monde au niveau national. Et que nous démontrons que même en région, les opérateurs ont les mêmes compétences qu'au niveau central. Les autorités administratives et politiques et les opérateurs économiques issus des deux régions ont eu droit à une formation. Cela en vue d'une amélioration des résultats de l'ANRMP. Les entreprises falsifient des documents en vue de remporter des marchés. Et cela biaise l'attribution des marchés. Cela joue sur l'efficacité des marchés publics. 26 entreprises sont aujourd'hui sanctionnées. Depuis ces 5 ans d'existence, l'ANRMP a formé jusqu'à ce jour 5000 personnes afin de mener à bien ses missions.
Les tribunaux de commerce de l'Afrique subsaharienne veulent créer un réseau. Ils y réfléchissent depuis ce matin à Abidjan. L'un des enjeux est d'échanger les meilleures pratiques en justice commerciale. L'initiative est du tribunal de commerce d'Abidjan avec l'appui financier et humain du C2D et de la Banque mondiale. Le compte-rendu de Justine Seydjike. Un réseau des tribunaux de commerce des pays membres de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, pour l'amélioration de la justice commerciale dans chacun de ces pays. L'OADA est un instrument d'intégration qui élabore les actes uniformes. Depuis quelques années, il y a un mouvement en faveur de la création des tribunaux de commerce. Et comme chaque tribunal est dans chaque pays de façon disparate, nous avons pensé qu'il était intéressant de pouvoir les réunir et nous mettre en réseau pour échanger et pour faciliter la mobilité au niveau des juges et des greffiers de ces tribunaux et donner aussi les informations dans le domaine du droit des affaires, et, en bref, pour renforcer nos capacités mutuelles. Durant 2 jours, ces hommes de droit venus de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne ayant un tribunal de commerce et ceux n'en possédant pas vont échanger sur plusieurs thèmes, notamment promouvoir et consolider les acquis de la justice commerciale en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, dont le tribunal de commerce a contribué à l'amélioration du climat des affaires depuis sa création en 2012, est attentive aux recommandations qui seront adoptées à l'issue de ces 2 jours d'échange sur les meilleures pratiques de justice commerciale. Cet atelier se tient dans le cadre du projet d'appui au secteur de la justice du C2D, contrat de désendettement et de développement, et avec l'appui de la Banque mondiale. Le ministre d'État Aousso Kwadio-Jano a procédé au lancement de Pakinou Bélier 2016, la fête de Pâques version baoulé. Cette année, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, qui va abriter les festivités dont l'un des temps forts sera le baptême de la nationale A3 qui traversera la ville. Cette route portera le prestigieux nom du premier président ivoirien, feu Félix Houphouët-Boigny. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. La Pâque, fête chrétienne qui marque la résurrection de Jésus-Christ, est un moment de retrouvailles pour le peuple baoulé originaire du grand centre de la Côte d'Ivoire. On y parle de développement, mais également une place de choix est accordée à la culture. Depuis plus d'une décennie, la Pâque est devenue Pakinou pour s'accorder avec l'aspect non religieux. Du côté de la région du Bélier, après Toumoudi, c'est Yamoussoukro qui va accueillir du 24 au 27 mars 2016 les festivités. L'annonce a été faite par le ministre d'État Jano Aousso Kwadio. Une célébration en souvenir du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Nous avons prévu de baptiser la nationale qui traverse la ville de Yamoussoukro, boulevard Félix Houphouët-Boigny. Avec le président Félix Houphouët-Boigny, la main ouverte pour accueillir ses enfants ici à Yamoussoukro aux 2 sorties. Pakinou Bélier 2016 sera le rendez-vous de la culture à travers des danses, la gastronomie, le sport et bien d'autres aspects, d'où l'appel à la mobilisation de tout le grand centre. Pakinou était le jour où tous ceux qui étaient partis de leur région revenaient à la terre natale pour fêter et partager l'essence et la richesse de la culture. Non pas qu'ils unissent tout le monde. Cette année, comme l'année dernière, beaucoup de nos peuples frères sont invités. Cela montre que la Côte d'Ivoire est une et que c'est dans cet esprit qu'il faut travailler. Le thème de Pakinou Bélier 2016 est « Cohabitation historique et foncier rural. Comment préserver la cohésion sociale ?» Des communications seront faites dans ce sens. À l'étranger, il a été déclaré élu président de la Centrafrique par l'autorité nationale électorale avec 62,71% des suffrages. Faustin Archange Touadéra s'est officiellement exprimé devant la presse hier à Bangui. L'ancien Premier ministre centrafricain a saisi l'importance des défis qui l'attendent, notamment le rétablissement de la sécurité, le désarmement des combattants des diverses rébellions, la refondation de l'armée et le redressement de l'administration. Faustin Archange Touadéra devrait sans doute le savoir. Il vient d'être investi de la lourde charge de redresser un pays parmi les plus pauvres de la planète. Ce dimanche, dans une allocution à Bangui, le nouveau président a exhorté les Centrafricains à se mettre au travail pour la reconstruction du pays dans l'unité et la paix pour un développement durable. Mes chers compatriotes, vous avez décidé de me confier
la charge de président de la République. Je vous remercie de m'avoir fait ainsi confiance. À toutes les Centrafricaines et à tous les Centrafricains, aux militants et sympathisants de partis et candidats alliés qui m'ont massivement accordé leur suffrage. Dernier Premier ministre de l'ex-président François Bozizé, renversé en 2013 par la rébellion Séléka, Faustin Archange Touadéra compte rétablir la cohésion sociale fragilisée par 3 années de violence intercommunautaire. Nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant de richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Ensemble, nous allons raffermir l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Nous allons accroître la participation des jeunes à la vie publique. Nous allons consolider la paix dans notre pays. Le rétablissement de la sécurité, le désarmement des combattants des diverses rébellions, la refondation de l'armée et le redressement de l'administration sont entre autres les défis majeurs qui attendent le nouveau président centrafricain. En image, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est arrivé ce soir même à Bujumbura, au Burundi, déplacement sur fond de crise politique qui s'enlise autour du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Nouvelle preuve de cette tension, une attaque à la grenade a eu lieu ce matin dans la capitale. En Inde, le succès croissant du commerce en ligne dans les villages pourrait redonner un nouveau souffle à la plus grande poste du monde. Écoutez, regardez. La cyber-révolution est en marche dans les campagnes indiennes. Il n'y a pas si longtemps, ces fonctionnaires d'un village du Rajasthan devaient aller se fournir dans les grandes villes. Grâce au e-commerce, les produits désirés sont désormais à portée de clic. Cette fois, on a commandé un pistolet à peinture électrique. On a déjà acheté 2-3 produits en ligne par le passé. C'est de la bonne qualité, c'est varié, moins cher, et le colis est livré à domicile. En l'absence de distributeurs fiables dans les campagnes, la poste indienne, plus grande poste du monde, a joué un rôle clé dans la popularité grandissante des plateformes d'achat en ligne. Elle s'est alliée à des centaines d'entre elles, dont Amazon et le géant indien Flipkart, dans l'espoir de combler son déficit annuel de plus de 700 millions d'euros. Elle livre tout, du fumier au téléphone portable, à travers ses 140 000 bureaux de poste ruraux. La clientèle se développe grâce à l'utilisation de téléphones portables, d'Internet. Quand ils voient les publicités à la télévision, les gens commandent sur les grandes plateformes comme Amazon ou Naptol, etc. On peut ici payer en cash à la livraison. Un argument de poids dans des zones où tous ne sont pas habitués à utiliser des cartes de crédit ou n'ont pas de compte en banque. Cela permet aussi de changer d'avis à la dernière minute. Cette fermière vient de refuser justement un kit de nettoyage de voiture livré en retard. La livraison était prévue la semaine dernière, donc on en a acheté un au marché entre-temps. Pour le facteur, peu importe. La profession a trouvé un nouveau souffle, avec 75 000 paquets livrés chaque jour en Inde. En sport football, un nouvel épisode dans l'affaire Serge Aurier. Ce lundi, à 11 h, le défenseur ivoirien a été reçu au siège du Paris Saint-Germain par Olivier Letang, directeur sportif adjoint et la direction des ressources humaines. Le joueur a répondu aux questions de la direction à la suite de ses propos sur un réseau social dans la nuit du 13 au 14 février dernier. L'actualité sportive, c'est aussi la suspension du directeur général de la Fédération kenyane d'athlétisme, AKA, Isaac Mwangi. Il est suspendu pour 6 mois de toute fonction par la commission d'éthique de la Fédération internationale d'athlétisme dans l'attente d'un examen des accusations de corruption le visant. On termine avec cette actualité très insolite. Quoi de plus curieux que le chagrin d'amour d'un éléphant? Un éléphant sauvage en rue a endommagé 4 voitures le 14 février dernier lors de la Saint-Valentin dans le sud de la Chine après avoir été défait par un rival dans la conquête d'une femelle. Le pachyderme a percuté ou écrasé des voitures garées au bord de route aux abords de la vallée des éléphants sauvages, une zone où ces mammifères évoluent en liberté et attirent de nombreux touristes. L'animal qui répond au nom de Zosunia a perdu un combat contre un autre mâle adulte dans la conquête d'une partenaire femelle. Le pachyderme est un éléphant solitaire et en rut, un état qui provoque chez l'animal un caractère changeant. Espérons que cet éléphant retrouve l'amour perdu. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 23 h avec Hamza Diaby. Excellente soirée.
Afrique.